Bon. Dans la mesure où nos 2 journées sont complètement minutées, je ne vais pas déroger tout de suite au timing qu'on s'est fixé, donc je vais commencer, il est 9h31 même, j'ai 1 minute de retard. Eh bien, d'abord bonjour, et puis un grand merci d'être là. Il me revient, vous l'avez deviné, le privilège de démarrer, de prendre la parole le premier pour introduire cette audition publique sur la réduction des risques et des dommages liés aux conduites addictives. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai écrit mon texte, c'est pour justement respecter le cadre qu'on a fixé pour tout le monde, un cadre qui est assez contraint sur le plan du temps, mais qui est destiné à permettre l'expression équitable de tous et de chacun, et puis de permettre aussi un véritable débat public, puisque tel est l'objectif. Je vais donc être très bref, et puis je laisserai la parole au président de la Fédération française d'addictologie, le professeur Amine Benyamina, le soin de remercier les nombreux acteurs qui sont présents ou qui vont arriver, et les nombreux partenaires qui sont impliqués dans cette audition publique et qui ont permis cette réalisation. En particulier, Madame Jourdain-Méninger, la présidente de la MILDECA, que je remercie tout spécialement d'ores et déjà, parce qu'elle a soutenu depuis le tout début notre démarche et qui s'adressera à vous tout à l'heure, avant le début de nos travaux proprement dit. Alors, au nom du comité d'organisation, je voudrais vous expliquer rapidement, simplement, pourquoi, comment, avec quelle finalité, en tout cas avec quelles attentes la FFA a tenu à organiser cette manifestation. Comme la plupart d'entre vous, je pense, depuis une dizaine d'années au moins, nous faisons le constat que les pratiques professionnelles en matière de prévention, de soins en addictologie connaissent de profonds changements. Des changements qui sont, à l'évidence, en lien avec l'évolution sociétale, disons, de la perception des conduites addictives, son élargissement, sa banalisation, peut-être même son acculturation au sein même de notre société. Depuis sa naissance, l'addictologie, auquel nous avons été quelques-uns ici à être les artisans, contribue à ces évolutions, ne serait-ce qu'en déplaçant les préoccupations sanitaires de la lutte contre des produits vers la promotion de comportements d'usage plus responsables et favorables à la santé. Les professionnels ont vu ainsi et voient encore aujourd'hui leur rôle auprès des usagers évoluer profondément, pour ne plus se limiter seulement à l'aide au sevrage, mais pour développer des formes collaboratives d'accompagnement qui visent à leur permettre, à ces usagers, de réduire les risques et les dommages de leurs conduites addictives et d'en prendre un peu plus le contrôle. Ces changements sont profonds parce qu'ils touchent les fondements, les objectifs même de l'intervention socio-sanitaire. Ils touchent même aux identités des professionnels. Et ils transforment aussi profondément le rapport classiquement dit asymétrique entre professionnels et usagers. En France, certains d'entre vous en ont été des artisans qui sont présents aujourd'hui, comme dans d'autres pays avant nous, les stratégies de réduction des risques et des dommages ont connu leur première légitimité, leur première période dans la lutte contre le sida et pour l'amélioration de l'état de santé des toxicomanes dans les années 80-90. Le développement de l'information des usagers et des professionnels, l'accès aux seringues stériles, aux traitements de substitution, de nouveaux lieux d'accueil, etc. Tout cela a eu des résultats immédiats et absolument considérables pour diminuer les contaminations du VIH par le VIH et les décès par overdose. C'est très important de le rappeler. Mais c'est aussi des résultats pour améliorer le recours aux soins, pour l'implication de la médecine générale et pour l'implication de l'ensemble des acteurs de santé que ces stratégies ont joué un rôle très important. La politique de réduction des risques a ainsi gagné sa crédibilité et a été officiellement intégrée dans la loi de santé publique de 2004.
2004, d'ailleurs, c'est la même année que la FFA a déjà organisé une conférence de consensus sur la place des traitements de substitution dans les stratégies de traitement de la dépendance aux opiacés. Avec la naissance de l'addictologie, le décloisonnement des champs de l'alcoolologie, de la tabacologie, des toxicomanies et des addictions comportementales, la réduction des risques qui était jusque-là réservée aux usages de drogues illicites a connu ces dernières années une diffusion dans tous ces secteurs. Aujourd'hui, des stratégies de réduction des risques se développent à la fois pour toutes les addictions et dans toutes les pratiques, de la prévention jusqu'aux soins, en passant par l'intervention précoce et l'accompagnement social. Des phénomènes collectifs nouveaux nous montrent aussi, et surtout peut-être, que les usagers jouent un rôle central dans cette évolution, depuis le début et encore maintenant, qu'ils s'approprient, voire conçoivent eux-mêmes des moyens adaptés à leurs besoins pour réduire les risques, y compris parfois en marge des cadres établis par les professionnels. C'est ce qui illustre parfaitement le succès spectaculaire de la cigarette électronique ou la forte demande de prescription de médicaments tels que le baclofène ou le nalméphène qui permettent de se soigner d'une alcoolodépendance sans forcément arrêter totalement de boire. D'autres exemples, comme l'expérimentation des salles de consommation à moindre risque ou de nouvelles stratégies de traitement de substitution par voie intraveineuse, ou encore la mise en place de programmes de gestion de la consommation selon le choix de l'usager. Tout cela traduit également les changements que cherchent à opérer les professionnels pour élargir les possibilités d'accueil et de soins, pour faciliter leur accessibilité à toutes les populations, en particulier celles qui sont confrontées aux plus grandes difficultés pour changer leur comportement addictif. Mais ces pratiques sont encore fragiles. Elles sont parfois vécues dans l'opinion, parmi les décideurs, comme contradictoires avec la conception classiquement admise que le seul traitement efficace d'une dépendance consiste en un sevrage total et définitif. Les polémiques, les hésitations politiques, les incroyables lenteurs des décisions, dont on est un certain nombre à pouvoir témoigner, traduisent, je crois, le degré de confusion de notre société. C'est pourquoi, justement, le sens, la pertinence de ces pratiques, leur complémentarité avec les approches plus classiques, tout cela doit être mieux identifié, connu, organisé, évalué. Les questions que soulève cette évolution, ces retentissements sur les pratiques, mais aussi sur les politiques de santé, je crois qu'il faut le souligner, tout cela était présent dans les discussions sur la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016. Et on doit se réjouir que cette loi, ait consacré la réduction des risques, un peu plus encore que celle de 2004. Mais quelques articles de loi ne suffiront pas à accorder les pratiques et les esprits. Face à de telles questions, une réponse sociale cohérente, une appropriation commune, passe par une délibération, une élaboration collective au-delà des seuls cercles d'experts. C'est précisément à cette fin que la Haute Autorité de Santé a conçu la méthodologie de l'audition publique. D'où l'intérêt pour nous de s'appuyer sur cette méthodologie. Une méthodologie particulièrement appropriée, dit la HAS, lorsque le thème traité relève du champ de la santé, avec une composante de débat sociétal qui concerne tous les acteurs de la société, les décideurs, les institutionnels, les professionnels de la santé et d'autres domaines, les patients, les usagers. Lorsque des controverses ou des incertitudes majeures existent et les données scientifiques sont soit rares, soit incertaines, soit d'interprétation difficile, voire polémique, lorsqu'enfin le débat public apparaît indispensable pour discuter des données disponibles, pour faire entendre les avis divergents, écouter la parole des patients et des usagers, éclairer et, si possible, réduire, voire résoudre les controverses. Tous ces critères, c'est précisément les objectifs de la Fédération française d'addictologie pour aborder le thème de la réduction des risques. C'est pourquoi, ça fait 3 ans maintenant, nous avons engagé ce processus avec l'accompagnement méthodologique donc de la HAS, que je remercie, en collaboration et avec l'appui des pouvoirs publics, le ministère de la Santé qui nous accueille aujourd'hui, puis la Mildeca, en partenariat aussi avec diverses associations d'usagers et de professionnels. Les assises organisées par la FFA en octobre 2014 ont été
avait été une première étape pour identifier, pour recenser les pratiques concernées, ainsi que les questions qu'elles pouvaient susciter. La seconde étape, c'est aujourd'hui. C'est celle de cette audition publique, préparée par un comité d'organisation le plus représentatif possible des différentes composantes du champ des addictions. Ce comité d'organisation a défini un ensemble de questions, sollicité des experts afin qu'ils donnent publiquement leurs réponses aux questions préalablement définies qui leur ont été posées. Le comité d'organisation a aussi organisé un groupe bibliographique et constitué une commission d'audition de façon large, diversifiée, dont le président, le professeur Didier Sicard, ici présent, qui est aussi président d'honneur du Comité national consultatif d'éthique, a été choisi pour son autorité morale, scientifique aussi incontestable, et je veux le remercier d'ores et déjà. Cette commission d'audition se réunira après nos 2 jours de travaux avec la lourde tâche de rédiger, je ne veux pas trop appuyer parce que ça fait déjà pas mal de fois qu'on leur dit que c'est une lourde tâche, de rédiger un rapport apportant et argumentant les orientations, des orientations et des propositions qui tiennent compte des différentes contributions et des débats qu'elles auront suscités dans cette salle et sur le web, puisque, comme vous le savez, les 2 jours de séance publique sont intégralement retransmis par OSE TV en direct. Pour terminer, vous dire que notre ambition, à travers cette audition publique, sa méthode collaborative, c'est de construire, ou en tout cas de contribuer à construire une vision commune pour contribuer ensemble à ce que la politique de santé des addictions en France puisse franchir une nouvelle étape où chacun ait sa place, et plus spécialement sans doute les usagers. Votre présence, l'implication des experts, des associations, des administrations publiques, tout cela nous a montré et nous montre encore aujourd'hui que cette aspiration est partagée. C'est le meilleur garant de la réussite et je vous en remercie. Bienvenue. Merci Alain. J'avais anticipé le débordement naturel du temps et donc j'ai volontairement avec Alain décidé de prendre la parole de manière très courte. Alors mon rôle est celui de la présidence de la Fédération française d'addictologie et donc mon rôle est celui de montrer combien le travail qui a été fait pendant 3 ans est un travail remarquable, important, une masse de réunions, d'écriture, de friction et d'idées soulevées qui m'amène d'abord et avant tout à remercier celui qui m'a précédé à ce pupitre, c'est-à-dire Alain Morel. Je voulais vraiment remercier Alain Morel, président du comité d'organisation, pour 2 raisons. D'abord, c'est très compliqué, jamais simple de mettre en place une audition publique. Il a déjà montré ses capacités il y a quelques années. Et je pense que non seulement sorti en 2004 de cette conférence de consensus, il s'était dit jamais plus ça, mais il a répété et il a répété avec probablement un paysage encore plus compliqué en 2016. Je voulais, au nom du bureau et au nom de toutes les personnes et de toutes les associations qui ce jour sont représentées dans cette salle, te remercier, Alain. Je voulais également remercier celui qui m'a... Évidemment, ils ont beaucoup fait de choses. Hein, moi, ils ont tout fait. Moi, je viens pour récupérer, en quelque sorte, l'image. Je voulais remercier celui qui est en face de moi, c'est-à-dire Alain Rigaud. Celui qui m'a précédé à la présidence de la Fédération française d'addictologie. Cette idée, comme l'a dit Alain tout à l'heure, a germé au conseil d'administration et au bureau de la Fédération française d'addictologie. Pourquoi pas une audition publique? Pourquoi pas essayer de voir notre pratique et faire le point? Il se passe beaucoup de choses. Et donc, Alain, étant président à l'époque, avec évidemment le bureau et le conseil d'administration à l'époque, avait décidé de le faire en partant du principe que la Fédération française d'addictologie est une fédération pauvre, avec peu de moyens, mais beaucoup d'idées et beaucoup d'ambition. On va essayer. Si ça marche, OK. Si ça ne marche pas, on aura essayé. C'est la raison pour laquelle il y a eu des étapes qui ont été les assises, par exemple, qui nous ont montré qu'on était attendus et ce que nous allions produire avait du sens. Je voulais également remercier ceux qui ont beaucoup travaillé, qui ont été longtemps harcelés par un certain nombre du comité d'organisation, Alain Morel et moi en tête, c'est-à-dire les experts.
qui ont beaucoup travaillé et qui ont travaillé dans un domaine qui est difficile parce que c'est un domaine dans lequel, évidemment, les choses ne se retrouvent pas facilement sur les sites, sur la littérature simple. On a tendance à parler de cette littérature grise ou blanche et qui est importante et qui, finalement, nous parle beaucoup, nous, dans le domaine de l'addictologie, des addictions. Je voulais vraiment les remercier parce qu'il fallait que, d'une certaine manière, qu'à la fois, ils laissent libre cours à ce qu'ils sont, c'est pour ça qu'on les a sollicités, en même temps qu'ils rentrent dans un cadre qui était la contradiction même, un cadre formel, pour lequel la Haute Autorité de Santé nous a beaucoup soutenus, nous a beaucoup aidés, et il faut le dire, a fait beaucoup preuve de souplesse pour pouvoir rentrer en quelque sorte dans la dynamique, dans l'identité qui est la nôtre, les acteurs de l'addictologie. Je voulais aussi remercier, et là pour le coup je pense que je ne suis pas le seul à reconnaître la masse de travail et la qualité que le groupe bibliographique a produite. C'est un groupe fait de jeunes chercheurs, de jeunes militants même dans l'addictologie qui connaissent le métier dans les addictions, qui ont produit un document fantastique qui, je l'espère, fera l'objet petit à petit de publications, de publicité plus que de publications. Et d'ailleurs, pour ne rien cacher, le président de la commission d'audition les a remerciés quasi publiquement. Je voulais les remercier. Je ne vais pas citer de nom parce que je suis sûr que je vais en oublier un et je m'en voudrais. Donc ils se reconnaîtront. Et nous avons été vraiment, comme on dit vulgairement, bluffés par la qualité, la quantité et la célérité avec laquelle le travail était fourni. Alors revenons, comme l'a dit tout à l'heure Alain, aux institutions. Évidemment, le soutien méthodologique sans faille de la Haute Autorité de Santé, qui nous a montré combien nous étions un peu mous sur certains aspects, mais que nous avions envie. Donc, ils nous ont régulièrement recadrés, remis dans les rails avec souplesse, dextérité et politesse, mais avec la rigueur qu'est la leur, et tant mieux, parce que les résultats issus de ces 2 jours auront plus d'éclat et plus de crédibilité grâce à leur présence. Je voulais également remercier ceux qui nous accueillent et qui ont été présents tout au long de toutes ces réunions pendant 3 ans, la Direction générale de la santé, mais le ministère de la Santé en général. Et évidemment, je voulais remercier chaleureusement la MILDECA et sa présidente, Madame Danielle Jourdain-Ménager, qui n'a à aucun moment failli au soutien qui est le leur pour d'abord l'audition publique, mais pas que. Je voulais vraiment publiquement vous dire, Madame, combien on se sent entendu, écouté et soutenu. Et d'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, nous avons été très touchés pendant le repas de lire la dépêche expliquant combien vous soutenez cette audition. Je pense que vous le sentez, on a besoin de vous, et j'espère que vous aurez également besoin de nous. Je voulais aussi, pour finir, remercier chaleureusement le professeur Sicard, qui a accepté l'invitation d'Alain Morel de présider la commission d'audition. Et évidemment, c'était pour nous inespéré de vous avoir à la tête de cette commission d'audition. Nous savons combien ils vont travailler, mais sous votre houlette, nous savons combien vous allez leur montrer qu'on peut travailler dans le calme, l'efficacité. Voilà, donc, et pour finir, j'avais à faire un point technique, puisque, comme vous le savez, c'est une salle qui est petite. Vous avez été invité par les associations, par nous, par un certain nombre d'acteurs. Et donc, vous allez également participer, vous, dans la salle, à faire de telle sorte que cette audition publique, c'est une audition publique qui n'est pas une audition artificielle. Donc, il y aura des questions qui seront posées. Et je voulais vous montrer juste un point technique. Donc, ça a été dit tout à l'heure par Alain. Nous avons une retransmission 2.0 par web. Donc, les experts vont venir présenter le fruit de leur travail. Et donc, le temps est compté. C'est pour ça que je vais bientôt m'arrêter d'ailleurs. Le temps est compté. Et donc, les questions seront d'abord en priorité posées par les membres de la commission d'audition, par les experts s'ils souhaitent, ensuite par la salle. Et nous aurons un temps à partir duquel un certain nombre de modérateurs, dont un collègue qui est là, qui se présentera tout à l'heure, essaiera d'avoir une question par tweet, et qui sera une question qui viendra des gens qui ne sont pas là, mais qui sont derrière leur écran. Voilà ce que j'avais à dire et voilà ce que je voulais dire. Et pour finir, je veux dire simplement un mot avant de donner la parole à Madame Danielle Jourdain-Ménager. Je vais parler de la Fédération française d'addictologie. C'est une fédération, mais en vérité, c'est une association d'associations dans laquelle toutes les composantes de l'addictologie et des addictions sont représentées. Du médico-social, on a l'habitude de dire en passant par l'hospitalier, l'hospital universitaire, mais beaucoup, et on y tient beaucoup, les usagers et toutes les associations qui œuvrent de près ou de loin pour
pour la cause et pour la défense de la problématique addictive. Donc il est important évidemment qu'elle existe et je pense que dans cet exercice qui est celui d'une audition publique, je ne voyais pas autre institution que celle de la Fédération française d'addictologie pour porter cette question importante et fédérative. Merci à tous. Je donne la parole à Madame Danielle Jourdain, ménager. Monsieur le Président de la Commission d'audition, cher Monsieur le Professeur Didier Sicard, Monsieur le Président du Comité d'organisation, cher Alain Morel, Monsieur le Président de la Fédération française d'addictologie, cher Monsieur Benyamina, c'est pas très féminisé, hein, tout ça. Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier la Fédération française d'addictologie qui m'offre l'opportunité aujourd'hui de réaffirmer le soutien total et pas seulement financier, même si ça compte aussi, de la MILDECA aux actions de réduction des risques et des dommages au sein d'une politique publique globale et équilibrée de lutte contre les drogues et les conduites addictives dont ces journées sont absolument pour nous le symbole. Remercier la HAS qui a répondu tout de suite sur la demande d'appui méthodologique et je sais à quel point il a été important. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que depuis le lancement du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la MILDECA n'a eu de cesse d'encourager le déploiement de réponses nouvelles aux addictions en expérimentant des programmes innovants adaptés aux évolutions des pratiques professionnelles, mais aussi, ça a été dit, aux besoins des usagers, en fondant cette stratégie sur les données probantes. C'est de tout ça que vous allez parler pendant ces journées. Depuis le début de la mise en œuvre de ce plan, de nombreuses actions ont été développées et renforcées, et c'est probablement dans le domaine de la réduction des risques et des dommages que les avancées sont les plus visibles. Mais elles sont également les plus emblématiques de l'approche interministérielle qui caractérise la mission que je préside. En effet, les nouvelles réponses que nous avons construites avec assurance et détermination l'ont été pas à pas, en étroite collaboration avec les différents ministères concernés, mais aussi, bien sûr, en étroite collaboration avec les experts que vous êtes, avec le mouvement associatif que vous présidez, auquel vous participez. Et c'est ainsi que nous avons abouti à l'inscription dans le cadre de la loi de ces points fondamentaux qui vont se retrouver dans les articles 41 et 43 de cette loi de modernisation de notre système de santé. Et j'ai le souvenir d'une de mes premières interventions en 2012 devant la FFR où je parlais encore de la nécessité d'obtenir le feu vert. Alors vous avez raison, Monsieur Morel, tout ça c'est long, mais écoutez, avec beaucoup de ténacité, vous voyez qu'on finit par y arriver. Vous le savez, l'article 41 de cette loi sécurise la politique de réduction des risques et des dommages. Elle protège les acteurs et vous n'avez eu tous de cesse de me dire à quel point on était dans une situation juridique encore fragile. Et nous allons ainsi, en toute sécurité, avoir de nouvelles modalités d'intervention, de nouveaux lieux tels que le milieu carcéral ou aussi de l'ensemble des substances et pas seulement les drogues illicites. Et je pense en particulier à l'alcool, dont l'actualité nous rappelle régulièrement que si nous sommes souvent dans le déni pour les drogues, nous sommes aussi beaucoup dans le déni pour l'alcool. L'article 43 de cette même loi autorise l'expérimentation de salles de consommation à moindre risque, donc on est bien loin maintenant de la demande du feu vert puisque nous avons la loi. Dès l'automne s'ouvriront les salles de Paris et de Strasbourg et dans un second temps, une troisième ville. Les différents arrêtés, vous l'avez vu, ont été publiés. La mise en œuvre de cette expérimentation confortera notre politique de réduction des risques et des dommages au bénéfice des publics en situation de grande précarité. Ces lieux aux modalités d'accueil innovantes pour lesquels le travail n'est pas terminé, parce qu'à partir de ce cahier des charges, il va falloir vraiment préciser tous les aspects du vécu de cette salle, de ses usagers, mais aussi de ses riverains. Nous allons avoir une nouvelle porte d'entrée ou de retour vers des dispositifs d'accompagnement et d'accueil dans le dispositif de vie et de soins. Et je voulais dire aussi que pour l'écriture de ces articles 41 et 43,
1953, nous avons eu l'aide du Conseil d'État. Vous vous souvenez peut-être que lorsque le Conseil d'État nous avait dit que nous ne pouvions pas créer ces salles par voie de décret, certains avaient interprété ça comme un veto de fond. En réalité, c'était une analyse juridique, c'est ce qu'il faut vraiment bien voir, mais je souhaite réaffirmer que ce travail en commun que nous avons mené avec le Conseil d'État nous a permis d'avoir des articles sécurisés au plan juridique qui ont été largement confortés par le Conseil constitutionnel, et donc ça c'est aussi important. Ces salles vont être une opportunité d'insertion pour les personnes qui y seront accueillies, mais aussi un moyen de lutte contre la stigmatisation des usagers. J'espère que ça permettra qu'ils soient mieux acceptés par la société. Je pense que ce sont des éléments aussi auxquels vous réfléchirez pendant vos journées, car l'acceptation par la société, mais aussi par les riverains, est particulièrement importante. C'est pour nous une nécessité à la fois de santé publique, mais aussi de solidarité sociale, pour reprendre cette expression fort répandue en terre québécoise. Cette expérimentation permettra de démontrer aussi qu'il ne doit pas y avoir d'opposition entre les objectifs de santé publique et de sécurité publique en matière de réduction des risques, ce que je défends fermement en tant que présidente de la MILDECA. Ces salles sont emblématiques de la capacité de nos politiques publiques à se coordonner lorsqu'il s'agit de permettre à ceux qui se trouvent en situation de grande précarité d'avoir la possibilité d'un nouveau parcours de vie. Cela doit se faire avec l'acceptation des riverains. Nous devons y être très attentifs en veillant à répondre de manière appropriée à toutes leurs questions. Je suis convaincue que cette acceptation se fera dans la mesure où les riverains constateront la baisse des nuisances dues à la consommation de drogue sur la voie publique. En complément de l'apport de la loi pour sécuriser ces actions, la MILDECA compte aussi beaucoup sur l'éclairage des scientifiques pour faire protéger les projets que nous soutenons. Je pense en particulier au consortium de recherche mandaté par l'Institut de santé publique de l'INSERM à la demande de la MILDECA pour conduire l'évaluation de ces salles de consommation à moindre risque. Cette recherche s'appuiera sur une étude de cohorte d'usagers de drogue destinée à mieux comprendre la trajectoire de ces usagers, en particulier ceux qui présentent une grande vulnérabilité sociale, mais aussi les pratiques à risque de transmission du VHC et du VIH par rapport à ces usagers qui sont pour la quasi-totalité d'entre eux en marge de notre système de santé. Mais il ne s'agit pas là, bien sûr, de nos seules actions de réduction des risques, et vous savez que nous serons là pour soutenir à vos côtés d'autres projets innovants qui répondent, bien sûr, à l'évolution constante des pratiques de consommation. L'étude de faisabilité sur les traitements de substitution injectables, soutenue l'an dernier par la MILDECA, qui a permis d'aboutir à la mise en place d'un essai clinique sur la buprenorphine injectable, dont le promoteur est l'ANRS et qui bénéficiera de financement de l'industrie pharmaceutique. Je pense aussi aux innovations concernant en particulier le matériel aux usagers, de même que l'envoi postal de matériel de RDR. Les 5e assises de la Fédération française d'addictologie, qui se sont tenues les 27 et 28 septembre 2012, peu après ma prise de fonction à la présidence de la MILDECA, avaient pour thème « Réduire les dommages des conduites addictives, une priorité politique ». Depuis ce mois de septembre 2012, vous voyez que les différentes avancées réalisées que j'ai citées précédemment nous permettent d'affirmer aujourd'hui que nous avons contribué à relancer la politique de réduction des risques en France. Vous le savez, l'engagement de la MILDECA dans le domaine de la réduction des risques et des dommages ne s'arrête pas aux frontières de la France. L'implication forte de cette mission, lors de la présidence française du groupe Pompidou, avait permis d'aboutir à une définition consensuelle du concept de prévention des risques et de réduction des dommages liés à l'usage des substances psychoactives au bénéfice des usagers, et la grande majorité des membres du Conseil de l'Europe l'ont adopté, puisque seule la Russie n'avait pas soutenu son adoption. Et je suis persuadée que dans le cadre des discussions que nous avons eues à la Commission des stupéfiants à Vienne il y a 15 jours et que nous allons avoir à New York la semaine prochaine, nous avons contribué, grâce au groupe Pompidou, à faire progresser les idées et les prises de position sur la réduction des risques. On est quand même dans des postures qui sont moins figées, moins crispées qu'en 2009, et j'espère qu'à New York, nous aurons la possibilité de le constater.
Vous savez aussi que nous avons défendu notre position française au sein de l'Union européenne et notamment notre position sur les droits de l'homme qui sont la clé de voûte de toute stratégie de lutte contre les drogues. Et dans nos positions françaises, nous avons rappelé de manière constante et déterminée, en tout lieu et en toutes circonstances, notre opposition à la peine de mort. Et nous nous attachons tout autant à soutenir au niveau des instances internationales les politiques publiques qui permettent de faire évoluer le regard porté sur les personnes consommatrices de substances psychoactives en surmontant les préjugés et les discriminations dont elles sont victimes. Et je me réjouis d'avoir à nos côtés, tant à Vienne qu'à New York, les représentants des ONG et de la société civile, car ça permet un échange fructueux entre nous, mais ça leur permet aussi de voir en discutant avec les représentants des différents États que la France n'a pas à rougir de ses prises de position et que très souvent nous sommes à la pointe des innovations, des expérimentations et je l'affirme aussi du courage politique. Donc la MILDECA poursuivra au niveau national et international son engagement dans une approche pragmatique et probante face aux dangers sociaux, sanitaires et humains liés aux drogues et aux conduites addictives. Je suis à vos côtés pour l'organisation de cette audition publique sur la réduction des risques et des dommages, mais je serai aussi très attentive aux recommandations de la commission d'audition. Je sais que ça va nous permettre tous de progresser dans notre réflexion, mais aussi dans notre action, et je vous souhaite à tous et à toutes des journées de travail très fructueuses. Je vous remercie, et maintenant à vous. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, comme le temps est très compté, je vais appeler tout de suite Alain Rigaud, Anne Coppel et Michel Reynaud pour la première série de questions. Et évidemment, on sera très regardant sur le temps, y compris sur le temps de pause. Merci beaucoup.